Chers lecteurs, nous sommes dimanche 11 novembre 2012. C'était un certain 11 novembre que la Première Guerre mondiale avait pris fin et il y avait eu des Congolais qui s'étaient battus pour la Belgique. Mais le hasard fait qu'aujourd'hui, nous avons un autre Congolais qui vient du pays, qui se bat pour le Congo. C'est Monsieur Serge Ouello. Monsieur Serge Ouello, bonjour. Bonjour, Monsieur Tchèque Fita. Et vous aviez disparu de Bruxelles depuis longtemps, vous êtes parti au pays, vous avez participé aux élections. Et comment expliquez-vous votre présence aujourd'hui ici à Bruxelles? Oh, merci beaucoup, Monsieur Tchèque Fita. Après une année jour pour jour, je suis de retour en Occident pour deux raisons, pour des raisons familiales. Et je suis à Bruxelles pour discuter avec la représentation du parti SID ici à Benelux, engagement pour la citoyenneté et le développement, au sujet de l'actualité politique et de la marche du parti au niveau de la diaspora. Comme vous le savez, ça fait depuis 2011, au mois d'octobre, je suis allé à Kinshasa, j'étais candidat, député national, et j'ai été élu dans la circonscription de Kinshasa 3 mois en bas. Et j'ai eu à siéger pendant près de 2 ou 3 mois. Et après, il y a eu mon invalidation que aujourd'hui l'Union interparlementaire qualifie d'arbitraire. Cela veut dire j'ai été arbitrairement invalidé par la Cour suprême suite aux arrêts du 25 avril 2012. Heureusement, j'ai eu à anticiper les démarches. J'avais déposé ma saisine au niveau de l'Union interparlementaire dont le siège se trouve à Genève. Et c'est au Canada où la délégation congolaise conduite par M. Robin Minakou a été entendue en ce qui concerne mon invalidation ainsi que celle de 29 autres collègues. Et là, le Congo a été condamné. Cela veut dire que l'Union parlementaire ne reconnaît pas mon invalidation. Donc je garde mon statut de député immunité même si je ne siégeais pas. Voilà. Nous reviendrons peut-être à ce qui vous est arrivé. Et vous avez quitté le pays. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu la situation générale du pays quand vous l'avez quitté? Oui, comme vous le savez, après le 28 avril 2011 et après le 9 décembre 2011, le jour de la proclamation plutôt des résultats de l'élection présidentielle, le pays connaît toujours une crise de légitimité. Vous savez, d'un côté, il y a un président nommé par la CENI et de l'autre côté, il y a un président légitime élu réellement par la population, en l'occurrence son Excellence Étienne Tshisekedi Moulumba. Et sur le plan social, je vous dis que le peuple vit et est victime d'une misère insoutenable suite à la mauvaise gestion, à la malgouvernance de la part des autorités actuelles. Donc je suis là pour amener ces messages auprès de mes compatriotes de la diaspora, amener le message de l'ESID et RDC, l'ESID engagement pour la citoyenneté et le développement, c'est parti chrétien, c'est parti humaniste qui prône la citoyenneté, voilà. Et comment pouvez-vous décrire la vie de la population congolaise en ce jour, quand vous avez quitté le pays? En ce jour, je peux vous dire que dans le cœur des gens, vous savez, moi je suis quelqu'un qui est très proche de la population, je parle surtout aux jeunes parce que mon objectif c'est de conscientiser surtout les jeunes dans un pays où 80% de la population est composée de jeunes de 35 ans et moins. Et je vous dis, les gens sont mécontents. Le mécontentement à l'intérieur de leur cœur parce qu'ils savent qu'ils avaient élu un président et la CENI a volé leur voix, leur victoire. Et ces peuples est très en colère, mais c'est encore à l'intérieur. Il suffit d'un petit rien, vous allez voir, il y aura l'explosion dans ces pays parce que le peuple là va finir par récupérer sa victoire volée par la CENI. Voilà. Et par rapport à ce qui sert de parlement actuellement, parce que vous êtes d'accord que l'élection n'était pas aussi valable que cela. Et nous savons, je vous ai dit, au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau du Parlement, il y a eu des députés réellement élus et des députés nommés par la CENI. Alors, et la plupart de ces députés, comme vous le savez, la majorité de ces députés, surtout ceux
de la majorité présidentielle, vous le savez. Ce sont eux qui réclament plus, même l'augmentation des émoluments. Oui, parlons-en un peu, parce qu'il circule sur le net des sommes faramineuses. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, vous qui avez été un peu avec ces gens-là? Merci. Vous savez, moi je ne fais pas la politique politicienne, il faut être honnête. J'ai siégé pendant 3 mois, mois de février 2011, mars et avril. Au moment où j'ai siégé, les émoluments mensuels du député, c'était 6 000 dollars. 6 000 dollars au taux de la Banque nationale, c'était aux environs, tout autour de 4 225 dollars. Alors il y a d'autres frais qu'on appelle les frais invisibles. Ces frais-là que le député se sert pour le carburant, pour leurs assistants, pour les démarches, tout ça, et autres investigations au niveau de la base. Ces invisibles équivalaient à plus ou moins 3 000 dollars. Au mois d'octobre, au mois de mars, quand j'ai quitté le Parlement, les députés dans l'ensemble percevaient 7 225 dollars. Mais là, je suis à l'extérieur, je ne sais pas combien ils touchent maintenant parce que les débats se font à huis clos. Voilà. Bon, ici à l'étranger, vous êtes venu de l'étranger, vous avez vu comment les Congolais se sont mobilisés et se mobilisent toujours pour la vérité des urnes. Mais quelque part, les gens qui manifestent ici, ils ont l'impression que là-bas, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui fait cette différence du fait que la population, vous qui êtes des forces du changement, parce que moi je ne vous appelle pas de l'opposition, parce que ce sont les autres, c'est donc des gens qui ont pris le pouvoir par les armes, vous qui êtes des forces du changement, qu'est-ce qui fait que quand ça bouge ici, il n'y a pas de répercussions là-bas? Comment vous pouvez expliquer cela à nos amis de la diaspora? En tout cas, je tiens d'abord à saluer la force de la diaspora congolaise. Moi, je dis toujours la vraie résistance, c'est la diaspora congolaise. Le travail que la diaspora, les combattants de la diaspora ont fait avant, pendant et après la campagne, c'est un travail extraordinaire qui mérite un coup de chapeau de notre part. Alors, la répercussion au niveau de la population congolaise, moi je dis que vous savez, je le dis toujours, en dehors des efforts à consentir et des sacrifices à faire de la part des gouvernants, des politiques, je pense que du côté de la population, il y a impératif de transformer au préalable le peuple congolais au peuple patron, peuple gendarme et gardien de son patrimoine. Cela veut dire qu'il y a un grand travail de conscientisation. Aujourd'hui, les jeunes de 18 ans et jusqu'à 35 ans sont dans la boisson. Le système a mis en place la liberté pour les brasseries, la musique, la distraction. Alors, ces jeunes n'ont pas vraiment le temps de faire des analyses critiques sur la marche des affaires publiques de leur pays. Parce qu'il m'arrive des fois de me poser la question, qu'est-ce que le Congolais a comme idée de lui-même? Parce qu'au cœur de l'État moderne, il y a plutôt un peuple. Quand je dis un peuple, cela veut dire un ensemble de citoyens conscients de ses responsabilités et de sa citoyenneté. C'est-à-dire un peuple, c'est-à-dire ces citoyens doivent prendre conscience de leur rôle, de leur place et de leur mission en Afrique et dans le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est le travail que les idées, engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti qui dirige le respectable honorable Martin Fayulu, nous prenons la citoyenneté. Voilà, et SIDé, cela veut dire engagement, la citoyenneté. Nous voulons que le peuple congolais se prenne en charge. Le peuple congolais savent qu'il est lui-même le responsable de son avenir. Voilà, donc du côté de la population, il y a un grand travail à battre et c'est vrai que les défis sont gigantesques à relever, mais on ne peut jamais y arriver sans bousculer quelques vieilles habitudes, sans changer radicalement la mentalité. Voilà le travail que l'ESID est en train de faire, cela veut dire conscientiser. Avant le sommet de la francophonie, le président Hollande avait posé entre autres comme condition une révision de la CENI. Et le sommet de francophonie est terminé, on n'a rien vu. Or, s'il faudrait qu'il y ait d'autres élections, il faut un minimum d'équilibre, il faut le recensement, etc. Et qu'est-ce que vous, les forces du changement, vous faites concrètement pour ne pas vous faire dribbler par les gens du pouvoir et leur CENI actuel? Avant même l'arrivée du président Hollande, le président Martin Fayulu avait rencontré Mme Benguigui, ministre déléguée de la francophonie française. Nous avions remis à Madame un mémo
dans ces mémos, nous avons bien parlé de ce problème de la CENI. Et comme vous le savez, les gens du pouvoir, ils jouent toujours à la politique de l'autruche, sachant que Hollande et les délégations vont arriver, ils ont essayé de bousculer un tout petit peu le Parlement et ils ont voté la loi pour la restructuration de la CENI. Maintenant, on va voir leur volonté, leur bonne volonté, pas leur bonne volonté, on va les pousser vraiment parce que cette fois-ci, nous ne voulons plus de Ngoï Mulunda et son équipe dirigée parce que non seulement ils ont trahi, parce que c'est la haute trahison, ils ont trahi la nation congolaise, mais et ils seront passables même à la justice parce que voler la victoire de tout un peuple, nous nous sommes dit que cette fois-ci, on va veiller sur ça de manière à ce que la société civile s'occupe vraiment de la direction de la CENI et que ça soit représentative de manière équitable. Nous y veillons et les idées est là pour ça. Et en une minute, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je lance à tout Congolais, partout où il est temps de se mettre réellement debout. La diaspora s'est mise debout. Mais aidez-nous à introduire un nouveau logiciel dans le cerveau des Congolais, envie de l'amener à adopter un nouveau comportement, un comportement nouveau. C'est le comportement du développement. C'est ce comportement qui va faire de sorte que chaque sou dû à l'État tombe effectivement dans ces caisses et en sorte que pour ces vraies créances, quand on va atteindre ces niveaux-là, vous verrez que le pouvoir et son soubassement économique, ce serait d'être un instrument d'enrichissement illicite, de domination ou d'exploitation pour devenir un fardeau, un apostolat, c'est-à-dire un service quasiment désintéressé. C'est à ce moment-là que, même pour les élections, vous n'aurez plus 18 000 candidats députés. Il faut croire au Congo, il ne faut pas vous fatiguer. Le Congo restera un et indivisible face aux menaces de sa balkanisation. Nous croyons au Congo et nous sommes. En dehors des beaux discours, en dehors de l'idéal, il faut que le candidat ait des petits moyens. C'est tout à fait naturel et normal par rapport à la réalité. Vous allez voir.